Bonjour, mesdames et messieurs. Je vais me présenter. Je suis Raïla Torjmen, la candidate choisie pour la bourse de doctorat financée par Wallonie-Bruxelles International. Je suis donc doctorante en droit privé à la faculté de droit de Sfax, Université de Sfax, et doctorante en sciences juridiques à la faculté de droit et de criminologie de l'ILB. Ma thèse de doctorat s'intitule Droit du patrimoine tunisien, état des lieux et perspectives. Dans le cadre de cette thèse, j'étudierai entre autres le statut du droit du patrimoine tunisien. S'agit-il d'un régime d'exception ou plutôt d'une branche autonome? Sans suspense, je répondrai immédiatement à cette question. Je pense que le droit du patrimoine tunisien n'est pas un régime d'exception par rapport à d'autres régimes, il constitue plutôt une branche autonome du droit. Et pour justification, je définis tout d'abord, dans le cadre de la première partie, le sens de l'exception. Ensuite, j'étudierai des situations concrètes qui représentent l'état actuel du droit du patrimoine tunisien par rapport à d'autres branches juridiques. Je vais critiquer les positions adoptées qui le qualifient en tant que régime d'exception et je défendrai au contraire son autonomie. Après, je présenterai ma deuxième partie qui est consacrée au droit du patrimoine et une branche autonome. Je commencerai par présenter les apports de l'autonomie d'une branche pour une protection plus satisfaisante du patrimoine. Ensuite, je présenterai les critères susceptibles de décider de l'autonomie d'une branche juridique et leur applicabilité au droit du patrimoine actuel. Le droit du patrimoine n'est pas donc un régime d'exception par rapport aux autres régimes. En général, la règle juridique doit être générale, impersonnelle, abstraite et intemporelle, c'est-à-dire contenue dans le temps, pour permettre la permanence et la stabilité des transactions humaines. En outre, comme l'exige le critère de généralité, la règle juridique doit s'appliquer de la même manière à tous sans distinction particulière. En droit, la liberté du commerce et la liberté du propriétaire de disposer de son bien constituent des principes communément admis. Toutefois, l'article 58 du Code de protection du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels tunisiens prévoit que le commerce des biens meubles archéologiques, historiques, protégés et autres est soumis à l'autorisation du ministre chargé du patrimoine. En outre, l'article 56 alinéa 2 du même code oblige le propriétaire du bien à informer les services compétents du ministère chargé du patrimoine de son intention d'aliéner le dit bien. Ces deux articles constituent deux exemples pertinents des exceptions aux deux principes de liberté du commerce et du droit exclusif du propriétaire de disposer de sa propriété. Considérer donc les biens culturels comme une catégorie particulière de biens conduit à une inégalité entre les propriétaires de biens culturels par rapport aux propriétaires d'autres biens. Les exceptions conduisent donc à des inégalités. À ce niveau, la détermination du sens de l'exception semble nécessaire. Comme figure dans la diapo, ce qui fait la spécificité d'un lien de conflit entre les normes de principe et d'exception dans le cadre d'un rapport exceptif est l'emboîtement de leur champ d'application personnel, matériel, géographique et chronologique. Il y a une différence quant à leur degré de généralité. Les deux champs ne sont pas identiques. Il n'y a pas non plus de chevauchement de deux champs distincts. Le champ d'application de la norme d'exception est intégralement inclus dans celui plus grand de la norme de principe. La norme d'exception entend capter une partie des cas d'espèce relevant de la norme de principe afin de les soumettre sur le fond à une régulation différente. Cette captation se fait, comme déjà indiqué, par le biais d'une norme impersonnelle.
L'exception n'entend pas seulement capter un cas nommément désigné, mais une catégorie abstraite de cas. Ces observations permettent de mieux cerner l'idée de dépendance entre la règle de principe et d'exception. S'il est certain que la qualification d'une norme, règle de principe et d'exception présuppose logiquement l'existence concomitante d'une norme de principe et d'une norme d'exception. Cependant, la distinction de ligne n'entraîne pas forcément la distinction de l'autre. En langage imagé, les deux normes ne sont pas liées à vie et à mort. L'exception constitue donc un régime spécifique particulier dans le cadre d'un autre régime plus grand, plus général, celui de principe. Et pour concrétiser cette idée, on va passer tout de suite à étudier l'état du droit du patrimoine tunisien par rapport à d'autres branches juridiques. Comme un nombre d'auteurs de la littérature juridique qualifie le rapport du droit du patrimoine comme d'exception par rapport au droit de l'urbanisme et au droit de l'environnement, je vais étudier dans un côté la relation entre le droit du patrimoine et le droit de l'urbanisme d'un côté et d'un autre côté son rapport avec le droit de l'environnement. Le droit de l'urbanisme s'intéresse à l'organisation et au développement de l'espace. Le Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme a consacré dans ses dispositions la protection des sites naturels et culturels par, je cite à titre d'exemple, les plans de développement urbain, les plans de préservation, les schémas directeurs de l'aménagement. L'apport du droit de l'urbanisme dans la protection du patrimoine est fort intéressant. Et la question de la possibilité de considérer le droit du patrimoine comme un régime d'exception par rapport au droit de l'urbanisme se pose. Ainsi, pour un certain nombre d'auteurs, le droit du patrimoine est une composante du droit de l'urbanisme, puisque les documents de planification doivent intégrer notamment la protection des monuments historiques, de leur abord et des espaces naturels sensibles et que les autorisations individuelles d'urbanisme relèvent d'un régime spécifique. Dans le même sens, le droit de l'urbanisme est constitué comme une source de premier plan pour le droit du patrimoine. Cette position me semble critiquable pour les raisons suivantes. En théorie du droit, l'existence d'une branche juridique autonome dépend de l'existence des concepts, des règles juridiques, des méthodes d'interprétation et des principes généraux appropriés seulement à la branche. De plus, la constitutionnalisation de la branche confirme son état d'autonomie. Pour des contraintes de temps, nous limitons nos propos seulement à l'étude de l'existence des concepts et des règles particuliers au droit du patrimoine. En théorie du droit, le rôle le plus important des concepts est celui d'être considérés comme les mots-clés ou mots cadenas permettant d'exprimer en un instant une ou plusieurs idées forces. En effet, le concept est considéré comme le support de toute opération et donc le support de la technique elle-même. Le concept juridique est une pièce essentielle de la réalisation du droit. À cet égard, la technique juridique désigne précisément l'ensemble des opérations intellectuelles que le concept permet d'effectuer. Permettre de rendre effectif ce qui est seulement pensé est le rôle proprement fonctionnel du concept. Les concepts reposent donc sur des idées qui les animent et inversement, toute idée implique pour se développer de recourir à des concepts. En ce qui concerne le droit du patrimoine, on peut considérer qu'il est autonome par rapport au droit de l'urbanisme, parce qu'il est posé sur ses propres concepts, à savoir le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Le patrimoine matériel est défini par l'article 1er du Code de protection du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels tunisiens comme tout vestige légué par les civilisations ou les générations antérieures, découvert ou recherché
en terre ou en mer, qu'ils soient meubles, immeubles, documents ou manuscrits, en rapport avec les arts, les sciences, les croyances, les traditions, la vie quotidienne, les événements publics ou autres datant des époques préhistoriques et dont la valeur nationale ou universelle est prouvée. Le second, le patrimoine immatériel est constitué selon l'article 1er de la Convention de l'UNESCO du 17 octobre 2003 relative à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel par les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui lui sont associés, que les communautés, les groupes, le cas échéant les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine. De plus, si nous prenons en compte le phénomène de numérisation, qui est selon la Cour de justice de l'Union européenne, la conservation d'une œuvre du format analogique au format numérique, le droit du patrimoine peut être posé sur les concepts de patrimoine culturel situé et patrimoine culturel en réseau. Enfin, ce qui distingue le droit du patrimoine par rapport au droit de l'urbanisme est la présence d'un régime particulier applicable sur le patrimoine culturel dans le cas de conflits armés. C'est-à-dire, contrairement au droit de l'urbanisme, le droit du patrimoine peut avoir des règles applicables en temps de paix et des règles applicables en cas de conflit armé. Nous passons ensuite à étudier la relation entre le droit du patrimoine et le droit de l'environnement. Le législateur tunisien définit l'environnement comme le monde physique, y compris le sol, l'air, les eaux souterraines et de surface, cours d'eau, lacs, lacunes et substrats et assimilés, ainsi que les espaces naturels, les paysages, les sites, les espèces animales et végétales et d'une manière générale tout le patrimoine national. M. Wahid El-Fachichi, qui est docteur en droit et professeur agrégé en droit public à l'Université de Carthage, adopte dans sa thèse de doctorat intitulée « Le service public de l'environnement » que le droit du patrimoine fait partie du droit de l'environnement. Pour lui, l'environnement est constitué des éléments suivants: un élément naturel, un élément artificiel et des éléments préférés qui n'intéressent l'environnement que partiellement. Malgré l'importance de cette idée, je ne le partage pas pour les raisons suivantes. Sur le plan textuel, le cadre juridique applicable à chaque matière est distingué l'un par rapport à l'autre. Le législateur tunisien a consacré au patrimoine un code distinct, qui est le Code de protection du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels, et d'autres lois spéciales, alors que le cadre juridique applicable à l'environnement est l'ensemble d'autres lois spéciales. De plus, l'objet du droit du patrimoine est particulier par rapport au droit de l'environnement. Il couvre, entre autres, les archives, les bibliothèques, les musées, les chansons, la danse, les traditions. Ces matières entrent exclusivement que dans le champ d'application du droit du patrimoine et non celui de l'environnement. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, de retenir que le droit du patrimoine ne constitue pas un régime d'exception, mais plutôt une branche autonome du droit. Dans le cadre de cette partie, j'étudierai d'une part les apports de l'autonomie de la branche pour la protection du patrimoine et d'une autre part les critères d'autonomie d'une branche et leur applicabilité au droit du patrimoine. Différencier l'exception d'un autre phénomène normatif qui est parfois appelé indépendance ou autonomie d'une norme ou ensemble de normes rappelle au discours sur l'autonomie d'une branche par rapport à une autre branche du droit. L'on peut aussi parler de juxtaposition, de cohabitation ou de parallélisme de normes. Le phénomène concerne deux ou plusieurs normes ou ensemble de normes dont le contenu sont incompatibles, mais dont les champs d'application sont distincts. Pour éclairer les apports de l'autonomie de la branche pour la protection du patrimoine, je propose l'exemple fictif suivant. On va comparer en rapport avec la protection du patrimoine les résultats de la régime d'exception par rapport au régime d'autonomie. Dans le cadre du premier régime, qui est l'exception, on suppose l'existence de deux articles suivants.
Le premier article suppose que la vente de tout bien est libre, alors que l'article 2, qui est l'exception, dispose que la vente des biens culturels exige l'autorisation préalable de l'administration. Dans le cadre de la deuxième régime, qui est l'autonomie ou le parallélisme, on suppose que le législateur énoncera les deux normes suivantes. Article 1er. La vente des biens non culturels est libre. Article 2. La vente des biens culturels exige l'autorisation préalable de l'administration. À première vue, le résultat semble être le même, quel que soit le régime applicable. Or, cette impression est trompeuse. Et cela pour les causes suivantes. Imaginons que la délimitation de ce qui est culturel pose problème. Tel bien est-il culturel ou non? Si le législateur a utilisé la technique de l'exception, cette dernière implique, selon les canons traditionnels, une interprétation restrictive. Donc, dans le doute, il faudrait appliquer l'article 1er. Donc, dans ce cas, la vente de ce bien, qu'on a un doute sur sa catégorie juridique culturelle ou non, est libre. Nous sommes en présence d'un rapport hiérarchique entre les deux articles. L'article 1er est supérieur à l'article 2. De plus, en cas de doute, il faut appliquer l'adage exceptio strictissime et interpretationis, qui signifie que l'interprétation de l'exception est restrictive, c'est-à-dire l'interprétation doit jouer en faveur de la norme règle de principe. De plus, le champ d'application d'une exception ne devrait pas être étendu par voie d'analogie, c'est-à-dire on ne peut pas appliquer les dispositions de la norme d'exception sur des situations non prévues par un texte juridique. On conclut donc que la technique d'exception conduit à une restriction de la protection du patrimoine. Au contraire, si le législateur a énoncé le droit sous forme d'une juxtaposition de règles autonomes, le juge pourra rattacher le bien culturel soit aux catégories culturelles ou non culturelles en fonction du canon d'interprétation retenu. Dans ce cas, en cas de doute, les deux articles ont la même force et valeur juridique. Une application par analogie à l'article 2 pour les situations non prévues par un texte juridique particulier est possible. On conclut donc que le régime d'autonomie et de parallélisme conduit à un élargissement du domaine de la protection du patrimoine. Pour une protection meilleure et satisfaisante du patrimoine, nous défendons donc son autonomie. Et nous étudions ensuite les critères d'autonomie d'une branche et leur applicabilité au droit du patrimoine. À ce stade de ma recherche, j'identifie 7 critères d'autonomie d'une branche juridique qui me semblent partagés par la doctrine. Le premier critère est subjectif. Il consiste à définir le domaine d'un droit par les sujets auxquels il s'applique. Par exemple, le droit commercial régit les relations entre commerçants. Le droit de la consommation, celle entre professionnels et consommateurs. Le droit du travail, celle entre employeurs et salariés. Le droit administratif, celle entre l'administration et l'administré, etc. Tester l'applicabilité des critères subjectifs au droit du patrimoine conduit à considérer qu'il ne s'appliquera pas au droit du patrimoine actuel. En fait, le droit actuel ne définit pas les sujets auxquels il s'applique. Le second critère est formel. Il est souvent interprété comme un puissant signifiant d'existence d'un droit autonome. Il consiste à loger une matière juridique à l'intérieur d'une loi au mieux d'un code. Ce critère formel s'applique parfaitement au droit du patrimoine. Cette matière juridique s'inscrit dans un code spécifique, à savoir le Code de protection du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels. Le troisième critère est substantiel. Il est fondé sur la croyance qu'il est possible de définir un droit spécial par les règles qui le composent. Appliquant ce critère sur l'état actuel du droit du patrimoine aboutit à l'autonomie des règles qui le composent. Le quatrième critère est finaliste. Il se focalise sur la finalité de chaque droit.